Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir deux parties magnifiques. La première entre Hikaru Nakamura et Magnus Carlsen en échec 960, autrement appelé Fischer Random Chess. C'est pour ça qu'on voit une configuration de pièces peu orthodoxe. Et la deuxième partie qu'on va voir ensemble en échec classique cette fois-ci entre Humpy Koneru et Anna Muzychuk, première ronde du tournoi des candidates. Alors, le choc entre le streamer américain le plus connu au monde et, il faut le rappeler, actuel numéro 1 mondial en blitz et son grand rival Magnus Carlsen, toujours le champion du monde d'échecs classiques, a eu lieu lors de la phase de poule du championnat du monde d'échecs 960, le Fischer Random Chess inventé par Bobby Fischer himself après son retrait des échecs classiques. Si vous avez jamais vu d'échecs 960, ça consiste à tirer au sort la position des pièces. Les pions sont toujours sur la seconde et la septième rangée, comme d'habitude. La position est toujours symétrique, mais les pièces sont tirées au sort avec tout de même quelques contraintes. Il faut que les deux fous soient sur une case blanche et une case noire respectivement, et il faut que le roi soit placé entre les deux tours afin qu'on puisse faire le petit roc et le grand roc. Il y a 960 positions de départ différentes, d'où le nom, d'où un des noms, échec 960. Et si vous avez jamais joué, comment on fait le roc, vous pouvez peut-être vous demander, c'est un peu surprenant, en fait la position d'arrivée est toujours la même. C'est-à-dire ici, on peut roquer après cavalier F3, admettons B6, et là les blancs font petit roc, ainsi. Si on continue la partie, on peut imaginer, juste pour que je vous montre un grand roc, les blancs jouent B3 ici, et les noirs font grand roc, comme ça. Grand roc dans cette position, les pièces sont sur les mêmes cases d'arrivée que d'habitude. Et donc voilà, ça a l'avantage non négligeable au top niveau d'annihiler quasiment toute théorie. Vu qu'il y a 960 positions de départ, c'est évidemment bien plus difficile d'arriver avec des idées préparées par l'ordinateur. Une des différences fondamentales entre beaucoup de positions d'échecs 960 et les échecs classiques, c'est qu'il faut assurer le développement futur de la dame dès les premiers coups, très souvent. En échec classique, pas de souci. De toute manière, dans la plupart des ouvertures, on joue les pions D et E afin de développer les fous vers le centre. Et donc la dame en D1 aura plusieurs bonnes cases à sa disposition. Mais là, par exemple, les dames sont au coin. Ce serait catastrophique de se retrouver avec la dame bloquée longtemps au coin, incapable de participer à l'action. Donc dans cette position de départ, il y a deux coups qui semblent logiques. G3 afin d'activer le fou H1 et d'empêcher le développement de la dame noire par une poussée du pion B, ou alors le coup joué par Hikaru, B3. Et dans cette position, Magnus a réfléchi 40 secondes pour jouer un coup incroyable de créativité, mais aussi de bravoure. Il a choqué son adversaire, mais aussi le monde entier, en jouant G5. Sacrifice de fou dès le premier coup de la partie. On ne rêve pas, le fou H8 est bien en prise. Hikaru n'a pas osé le prendre et il a eu raison. Ça aurait été une erreur. Le sacrifice ne devait pas être accepté après dame prend H8. La dame blanche finit par se faire enfermer. C'est pas aussi simple qu'il peut y paraître parce qu'après cavalier F6, dame G7, tour G8, dame H6. En cas de tour G6, la dame s'échappe par dame H3. Les blancs ont une pièce de plus, c'est totalement gagnant. Mais les noirs ont le temps de jouer D5, prenant la case H3 à la dame et tour G6 va venir au coup suivant. Alors pendant la partie, les deux joueurs n'étaient pas certains de l'évaluation de cette position. Ils en ont discuté après avec les autres participants, notamment Yann Nepomniachtchi. Et il y avait des débats donc au sommet sur l'évaluation de la position après F4, tour G6, dame prend G5, tour prend G5, F prend G5, cavalier E4. On fait un premier stop ici. Les blancs ont tour, fou, pion en échange de la dame, donc le matériel est plus ou moins égal. Mais la configuration de pièces est tellement inhabituelle que les joueurs n'étaient pas d'accord sur l'évaluation de cette position.
Nakamura ne savait pas trop. Magnus pensait que les blancs étaient moins bien. Et Yann est bonifié que les blancs étaient mieux. Alors, comme souvent, quand il y a débat sur un jugement de position, c'est Magnus Carlsen qui a raison, les noirs sont mieux dans cette position. Il y a des problèmes concrets chez les blancs. Le pion G5 est attaqué. En cas de cavalier F3 assez naturel, coup de développement vers le centre qui protège le pion, Magnus avait trouvé le coup à l'analyse, hein, pas sur le J-Key, il avait trouvé le coup A5. Menace A4 qui active la dame. En cas de D3, cavalier D6. Un des problèmes d'avoir joué cavalier F3 est souligné par G3 afin d'activer le fou, mais fou H3 et les pièces noires commencent à s'activer dangereusement. Donc meilleur que cavalier F3, c'est de jouer D3 tout de suite. Le fou C1 protège le pion G5. Cavalier D6, G3. Ici, Magnus avait prévu de jouer B5, le meilleur coup, et son évaluation est confirmée par l'ordinateur, à savoir, les noirs sont mieux, mais la position reste tellement inhabituelle et chaotique que tout est possible à partir de là. Mais donc, après l'incroyable premier coup de Magnus, son adversaire Hikaru Nakamura s'est plongé dans une longue réflexion pour jouer le meilleur coup, fou B2. L'échange est forcé et là il faut absolument assurer la sortie de la dame noire avant que les blancs n'aient le temps de jouer G3 ou G4 en jouant B6. C'est le meilleur coup. Et donc dans cette position, c'est pas simple de trouver un bon coup pour les blancs, étrangement. On note d'abord que le contre-sacrifice ne marche pas du tout, parce que la dame noire va pouvoir sortir en H6. Après dame prend H1, cavalier F3, dame G2, tour G1, dame H3, dame H6 est imparable. Tour G3 ne sert à rien. Donc pas de contre-sacrifice. À l'analyse, les meilleurs joueurs du monde ont discuté de dame G7. Ils n'étaient pas certains de l'évaluation après dame E4 pour aller se venger sur le pion C2. Et on voit l'importance d'avoir la dame active dès les premiers coups. La dame blanche faisait une fourchette de pions. En cas de dame prend G5, dame prend C2, cavalier C3, l'ordinateur dit que les blancs sont très légèrement mieux, plus 0,20, donc c'est un avantage acceptable et c'est peut-être un peu les meilleurs coups de part et d'autre à partir de la position de départ. L'ordinateur, cela dit, recommande le coup cavalier F3 qui humainement est très bizarre parce qu'on va jouer G4. Une des idées d'avoir joué G5 au premier coup et après cavalier H4, fou B7, on a du mal à sortir le fou H1. Le cavalier H4 est au bord. Alors à noter un joli tableau de maths que je ne peux pas résister à vous montrer. Cavalier F5 menace mat à l'étouffer, mais ça serait mauvais parce que les noirs peuvent parer la menace en jouant grand roc. Et ça va très bien pour les noirs qui ont un avantage de développement. Ils vont jouer ensuite E6 pour chasser le cavalier et le combo dame fou sur cette grande diagonale est intéressant. Donc cavalier F5, joli piège parce qu'on n'a tellement pas l'habitude que c'est facile de rater ces mat à l'étouffer, mais c'est juste inutile. Le meilleur coup, voilà, je l'ai montré, dans cette position, après fou B7, le meilleur coup c'est de jouer grand roc. Pourquoi? Parce qu'il faut jouer G3 afin d'activer ce fou et de l'échanger contre le fou B7. Donc pour l'instant G3 c'est en prise. Donc on a besoin de roquer d'abord afin de surprotéger le fou H1. Puis jouer G3 avec un petit avantage pour les blancs. D'après l'ordinateur, en tout cas, pour moi ça n'a rien d'évident. Mais à la place, Hikaru a joué dans cette position, après B6, il a joué F4 afin d'activer la tour F1 aussi. Dans tous les cas, il va faire plutôt grand roc, a priori, et non pas petit roc. Mais sur F4, pas je prends F4 parce que la tour s'active. Sur fou B7, cavalier F3, bon, la tour est placée de manière un peu étrange, mais elle peut coulisser sur la quatrième rangée, attaquer les faiblesses des noirs, donc ça serait plutôt avantageux pour les blancs. L'idée de Magnus, c'était de faire G4. Limite le développement du cavalier G1. Très bon coup. Toujours pas de sacrifice, sur G3, dame prend H1, cavalier F3, dame G2, tour G1.
Dame H3 et il n'y a pas de bon coup. Cavalier G5, on s'en va. Donc c'est pas si simple de se développer. Hikaru a joué cavalier C3, menace E4, mais fou B7 par la menace, en tout cas a priori. A priori parce que Hikaru a quand même joué E4, sacrifice de pion. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a joué? Parce que la position était déjà difficile. Les noirs menacent fou prend G2, on ne peut pas faire G3, et un coup comme tour F2 serait horrible de passivité, parce que les noirs feraient F5, prochain coup, après par exemple D3, cavalier F6, et on va jamais réussir à se développer. Le cavalier G1 est enfermé, et surtout le fou H1 est bloqué derrière le pion G2, ridicule, et il va jamais pouvoir se libérer, parce que G3 sera toujours contré par fou prend H1. Donc là, les noirs seraient sûrement positionnellement gagnants déjà. Et donc la position est en train de devenir désespérée dès les premiers coups, et Hikaru a raison de se lancer dans ce sacrifice de pion. Tout comme Magnus a raison d'accepter, un pion est un pion. Dame prend E4, échec, cavalier E2. Et les blancs veulent jouer G3 au prochain coup. Par exemple, en cas de grand roc, on fait G3 avec d'excellentes compensations pour le pion. Sur Dame F5, par exemple, on peut jouer Dame A3 afin d'attaquer A7, ou même peut-être encore plus fort pour éviter que les noirs puissent répondre A5. De jouer d'abord B4, ça empêche aussi Dame A5, ça empêche donc A5, enfin, ça rend plus difficile, plus compliqué la poussée A5, et on veut jouer, Dame A3 au prochain coup. Et on voit le fou maintenant monstrueux sur cette grande diagonale. Donc l'idée de sacrifice de pion par E4 est vraiment excellente. Et là aussi, c'est une publicité pour les échecs, un combat aussi riche dès les premiers coups et aussi créatif. On le voit quasiment jamais maintenant aux échecs classiques. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Les blancs veulent jouer G3. Comment est-ce que les noirs peuvent les en empêcher? Eh bien, il n'y a pas le choix. Contre sacrifice de pion, G3 eux-mêmes. Magnifique idée. Le cavalier est cloué, donc il faut prendre le pion avec le pion H, mais maintenant, ça sera compliqué de faire jouer ce fou. Compliqué, mais pas impossible. Après cavalier F6, si les blancs jouent un peu naïvement grand roc, ils vont se prendre cavalier G4. Alors, pas dame prend E2, quand même préciser, un grand roc sacrifie la pièce, mais on ne l'accepte pas, parce qu'après tour E1, les blancs vont récupérer la pièce tout de suite. Par exemple, dame G4, dame prend F6. Il n'y a pas moyen de déplacer la dame de manière à protéger le cavalier qui est cloué. Enfin, qui n'est pas protégé parce que le pion 7 est cloué. Pardon. Mais donc, après grand roc, Hikaru craignait à raison non pas dame prend E2, mais cavalier G4. Magnifique idée positionnelle. Plutôt que de prendre une pièce, on assure le blocage des pions doublé G et du coup le blocage du fou H1 ridicule bloqué par ses propres pions. Et en cas de tour 1 par exemple, on bouge la dame et les noirs sont positionnellement gagnants. Eux ils vont pouvoir faire grand roc au prochain coup et tout va bien, ils jouent de fait avec une pièce de plus. Le fou H1 ne sert vraiment strictement à rien. Et donc, comment parer cavalier G4? De la même manière que pour parer G3, les noirs ont joué G3. Pour parer cavalier G4, on joue G4. Le cavalier vient quand même en G4, mais en prenant le pion. Du coup, le pion G3 a disparu et les blancs peuvent enfin activer leur fou en jouant G3. Donc, à nouveau, ils ont un pion de moins. Ils avaient sacrifié le premier pion par E4, les noirs avaient contre-sacrifié le pion par G3, les blancs sacrifiaient à nouveau le pion par G4, donc à nouveau un pion de moins, mais le fou joue et ça fait toute la différence. La dame est venue en E6, peut-être pas le plus précis, l'idée c'est d'empêcher le grand roc, mais Hikaru a roqué quand même, parce que, un peu comme tout à l'heure, dame prend E2 n'est pas possible. La variante est différente, cela dit, parce qu'après tour 1, il n'y a plus de cavalier F6 en l'air. Mais il y a quand même un gros problème. Après, par exemple, dame B5, les blancs gagnent, mat de manière forcée, par tour prend E7 échec, roi prend E7, tour 1 échec,
Seule case, roi d6, mais là, il y a mat en 2 coups. Si vous voulez faire pause pour trouver le mat, allez-y. La solution, c'est dame d4, échec. Seul coup légal, dame d5, on prend la dame et c'est mat. Donc vraiment un magnifique combat que se livrent peut-être les 2 meilleurs joueurs du monde à ce format. Dame f6 joué par les noirs. Évidemment, ils ne sont pas contre une finale vu qu'ils ont un pion de plus. Et donc c'est tout naturel que Hikaru refuse la finale en jouant cavalier c3. Magnus se développe par cavalier c6. Tour E1 active la tour. Et les noirs font grand roc. Ici, Hikaru a hésité entre jouer d'abord fou prend c6, d prend c6, puis dame a3, ou ce qu'il a fait tout de suite, dame a3. En fait, dame a3 est tout à fait jouable, il n'y a pas de souci. Notamment parce que sur d5, les blancs ont un très bon coup qu'avait prévu de jouer Hikaru. Le pion d5 n'est pas en prise, parce qu'en cas de fou prend d5, les noirs gagnent. Comment? Eh bien, tout simplement, tour prend d5, le cavalier ne peut pas reprendre, il y a dame a1, échec et mat. Une très belle idée. Mais donc, après d5, on ne joue pas fou prend d5, Hikaru avait prévu de jouer le meilleur coup, f5, avec plusieurs idées, d'empêcher dame f5 et aussi d'autoriser tour f4. Alors, pourquoi empêcher dame f5? Moi, personnellement, ma première idée, c'était de jouer roi b1 pour éviter ce mat, attaquer le pion d5 du coup, et aussi permettre la venue du cavalier en b5. Notamment, j'ai regardé ce qui se serait passé sur les coups que j'aurais joués. Donc j'ai regardé avec l'ordinateur ce qui se serait passé sur les coups que j'aurais joués sans ordinateur. Cavalier b5 ici. Et donc l'idée de dame f5, c'est de jouer dame prend c2, roi prend c2, et cavalier b4 échec, royal à dame avec une finale égale, le matériel étant à nouveau égal. Et donc, c'est la première idée de f5, c'est d'empêcher dame f5 dans ces variantes. Donc, dame a6 échec, suivi de roi b1 et cavalier b5, maintenant c'est dans l'air. Le pion d5 est attaqué dans tous les cas. Et une autre idée, par exemple, en cas de h5, on peut jouer roi b1 pour menacer de prendre, mais on peut jouer aussi, comme l'avait prévu Hikaru, un petit échec et tour f4 pour venir coulisser en 1-4. De belles manœuvres et aussi un niveau de jeu incroyable de voir f5. Je trouve ça vraiment impressionnant. Bon, c'est le meilleur joueur du monde en blitz, en tout cas le numéro 1 mondial, donc c'est pas si surprenant, mais tout de même très respectable, très impressionnant. Dame a3, Magnus a joué a5. Et ici, un peu à notre regret de spectateurs et spectatrices, Hikaru a joué fou prend c6 afin de reprendre le pion e7 et de rétablir l'égalité matérielle. S'il avait voulu jouer pour le gain à fond, il aurait préféré dame a4. On joue avec le pion de moi, mais la dame menace de se faufiler sur les cases blanches. On voit à quel point le fou, il nous a coûté quand même plusieurs tempi et un pion afin de le développer, est fort maintenant sur cette grande diagonale, pointant vers le roi noir. Roi b8 par exemple, dame b5, et c'est vrai que il y a des compensations. Alors l'ordinateur il s'en fiche, comme d'habitude il met égal 0-0, mais je trouve qu'humainement c'est plus facile à jouer pour les blancs que pour les noirs. Cela dit, on peut comprendre qu'après une telle intensité dans les premiers coups, Hikaru se soit décidé d'aplanir la position en jouant fou prend c6 puis dame prend e7. Pas de finale, pas tout de suite en tout cas. Magnus aurait pu prendre, la finale est juste égale après par exemple tour e8, tour 1, prise, roi d8, on chasse la tour, il n'y a pas vraiment d'avantage. Peut-être symbolique parce que la structure des noirs est un peu moins forte que celle des blancs avec seulement 2 îlots contre 3, mais ça reste symbolique. Cela dit, dame d4 très naturel de vouloir garder les dames. Tour e2 pour protéger d2, h5,
dame G5 attaque le pion H, cavalier F6 protège le pion et prépare tour G8, tour F3 pour protéger le pion G3, tour G8, dame F5 échec, roi B7. Ici, on voudrait jouer tour D3, mais il y aurait dame G1 échec. Donc d'abord, le prophylactique roi B2, qui a quand même un des avantages, c'est de clouer le cavalier. Et Magnus en a profité pour jouer tour D5, attaque la dame, seul coup, tour E5. Donc attaque la dame et le cavalier ne peut pas prendre parce que on vient de le clouer en jouant roi B2. Donc seul coup, tour E5, tour prend E5, dame prend E5. Les simplifications vont pas tarder. Alors Magnus n'a pas voulu prendre, même si ça aurait été possible. Hein. Comme cavalier D7, tour prend F7, cavalier prend E5. Et la nulle devrait pas tarder à être conclue. Mais il a joué dame D6, dame F5, dame E6. Il veut échanger les dames, mais à ses conditions. Et finalement, Hikaru a accepté et les deux joueurs ont rapidement fait nul. F5 simplifie la position jusqu'au bout. Et finale de tour avec 4 pions contre 4. Évidemment, c'est totalement nul, sans espoir. Et les joueurs ont répété les coups au plus vite. Donc, une fin peut-être un peu décevante pour le spectacle, mais il a été donné lors des premiers coups et dès le tout premier coup. Hein. Pour rappel, tout ça vient de B3, G5, incroyable sacrifice de pièces dès le premier coup. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette véritable publicité pour les échecs Fischer, les échecs 960. Et maintenant, place aux échecs classiques, le tournoi des candidates et la première ronde entre Humpy Koneru, l'indienne, et Anna Muzychuk, l'ukrainienne. A noter que cette moitié du tournoi des candidates a lieu à Monaco avec un encadrement très français. On retrouve Almira Skripchenko et Igor Nataf aux commentaires, aidés par Andrea Navrotescu, et l'arbitre de ces rencontres, c'est Stéphane Escafre. Bref, premier coup de la partie D4, D5 des noirs, C4, le gambit dame et acceptation du gambit par les noirs. Pas le plus populaire, mais ça fait partie des 3 bons coups dans cette position, qui sont E6, le gambit dame refusé, C6 la défense slave, et donc D prend C4, le gambit dame accepté. Cavalier F3 c'est le coup le plus joué, mais E3, E4 et cavalier C3 sont également possibles. Cavalier F6, E3, et donc ici les noirs doivent permettre fou prend C4, il ne faut pas s'accrocher au pion. Par exemple après B5, la recette est connue depuis plusieurs siècles. On joue A4. En cas de B prend A4, on fait dame prend A4 échec. Fou D7, dame prend C4. On a une bien meilleure structure de pion et la position est déjà quasiment gagnante pour les blancs, positionnellement. Pourquoi? On a un pion central de plus et l'adversaire a 2 pions isolés alors que nous on en a un seul. Et un développement aussi plus facile pour les blancs. On va jouer cavalier C3, fou D3, roc. Et un jour E4, puis sortir le fou, on va avoir un centre parfait, et les noirs n'ont plus qu'un pion central pour le contester. Après A4, on ne peut pas jouer A6 parce que le pion A serait cloué. Donc il ne reste plus que C6, mais la recette est connue depuis très longtemps. On fait B3, tout va exploser, et les blancs vont récupérer leur pion avec l'avantage. C prend B3 par exemple est contré par A prend B5. C prend B5, fou prend B5, échec. Sur fou D7, on fait dame prend B3. On a un pion central de plus que les noirs et ils ont un pion isolé. Mais donc ok, tout ça c'est très connu. E6, fou prend C4. Et donc l'idée des noirs, c'est de jouer C5. Ils ont échangé leur pion central contre un pion latéral, mais ils prévoient de faire de même, échanger leur pion C contre le pion D des blancs. Roc A6, un coup doublement utile. On ne veut pas sortir le fou trop tôt parce qu'en cas de D prend C5, on sera obligé de reprendre en C5 après avoir perdu un temps. Alors que ici, D prend C5 est tout à fait possible, mais soit les noirs vont jouer dame prend D1, tour prend D1, fou prend C5, soit fou prend C5, laisser prendre en D8, mais dans tous les cas, ils ont joué fou prend C5 en un seul coup et ils ont gagné le coup A6, très utile pour non seulement contrôler la case B5, mais permettre B5 qui gagne un tempo sur le fou et permet fou B7.
Donc le coup A6 c'est vraiment très utile et c'est pas surprenant que ça soit le coup principal dans cette position. Après A6, Humpy Koneru a joué B3, pas du tout le coup le plus joué, mais une idée assez maligne. En cas de B5, on veut faire fou E2 et on peut prétendre que cette configuration de pion est plus faible que fort. Par exemple, après fou B7, les blancs peuvent jouer A4 et c'est notamment important que le cavalier soit encore en B1. Pourquoi? Parce qu'il faut jouer le pion B. On n'a pas très envie de faire B prend A4 parce qu'après tour prend A4, le pion A6 est très faible et la tour utile sur cette colonne A ouverte. Mais on n'a pas envie non plus de faire B4. Si le cavalier avait été en C3, pourquoi pas, mais ici il peut tout de suite aller en D2 puis en C4 et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc B3 empêche B5. Muzychuk, Anna, parce qu'il y a sa sœur Maria aussi, qui est également à Monaco en train de disputer le même tournoi. Anna joue cavalier D7, fou E2, B6, et ici un coup surprenant mais qui a déjà été joué, cavalier E5. Alors d'habitude, c'est toujours mauvais de jouer 2 fois la même pièce dans l'ouverture tant qu'on n'a pas sorti toutes nos pièces, mais ici c'est justifié parce que ça complique grandement le développement des noirs. Notamment, il n'y a plus fou E7 parce qu'on va jouer jusqu'à C6. Alors que, en cas de fou B2, les deux camps vont se développer de manière naturelle et les blancs n'ont pas d'avantage. Fou B7, cavalier D2, fou E7 par exemple, tour C1, petit roc. Un moment, tôt ou tard, ces deux pions vont s'échanger. Par exemple, D prend C5, cavalier prend C5. La structure de pion est maintenant totalement symétrique. La position quasiment. Et il n'y a aucun avantage pour les blancs dans cette position. Donc afin d'éviter ce développement simple et naturel des noirs qui mène à l'égalité, on joue cavalier E5. On ne craint pas cavalier prend E5, parce qu'après D prend E5, ce pion est assez gênant. Par exemple, cavalier D5, cavalier D2, on va jouer du fou B2, du cavalier C4, parfois même cavalier D6, parce qu'en cas d'échange, cette grande diagonale serait libérée. Donc ça, c'est pas catastrophique pour les noirs, hein, mais ça va pour les blancs. Mieux, c'est fou B7, le coup joué dans la partie. Mais donc l'idée, c'est de cavalier E5, c'est aussi d'avoir libéré la case F3 pour jouer fou F3. Fou prend F3, dame prend F3, fou D6, cavalier prend D7, c'est très concret. Ça paraît très bizarre de jouer 3 fois le cavalier pour venir s'échanger contre un cavalier qui n'a joué qu'une seule fois. Mais les noirs ne peuvent pas reprendre en se développant. Parce que sur dame prend D7, c'est évidemment dame prend A8. Donc concrètement, c'est justifié. Parce que ça force cavalier prend D7, un coup plutôt de repli. Le cavalier, on aurait préféré a priori qu'il soit en F6 plutôt qu'en D7. Et la justification se voit encore plus au prochain coup, fou A3, qui crée un petit problème sur cette diagonale avec le pion C qui était prêt à s'échanger en D4 qui se retrouve maintenant cloué. Et donc ici, Anna n'a pas encore commis une vraie imprécision, mais un coup qui complique peut-être un peu sa tâche vers l'égalité, pure et simple. Le plus simple pour l'obtenir, c'était de faire petit roc. En cas de cavalier D2, on peut maintenant jouer dame B8. Ça attaque le pion H2. Les blancs peuvent prendre intermédiaire, donc on ne prend pas en H2. Hein. On récupère d'abord le pion C5. Et maintenant, les blancs peuvent, un peu comme dans la partie, sacrifier le pion. S'ils veulent obtenir un avantage, c'est tenter d'obtenir l'avantage, c'est ce qu'ils doivent essayer de faire. En jouant tour D1, on peut prendre en H2, roi H1. Les noirs ont gagné un pion avec échec, mais ça coûte quelques tempi parce que le fou doit repartir, sinon les blancs l'enferment par G3 et le fou serait gagné. Mais là, on peut aller en D6. On comparera après avec la partie. Cavalier C4 gagne un tempo, fou E7, dame C6 profite de l'avantage de développement et du manque de coordination encore des pièces noires. Mais les blancs vont juste regagner le matériel. Après tour C8, dame prend B6. Alors on prend pas, hein, parce qu'il y aurait fourchette. Mais les noirs jouent par exemple A5
et la position est égale. Il va y avoir sûrement des simplifications supplémentaires et l'égalité dans une finale avec le même matériel de part et d'autre. Donc, Roquet était sans surprise en fait le coup le plus solide, mais Anna a joué de manière ambitieuse Dame B8 tout de suite. Dès prend C5, cavalier prend C5, le pion H2 est attaqué, mais les blancs ne le protègent pas tout de suite. Bon, d'ailleurs, ils ne vont pas le protéger du tout. Spoiler, ils jouent Dame C6, échec, force Roi E7. Alors, à première vue, paraît grave d'être déroqué, surtout de devoir placer le fou sur cette diagonale, mais on peut comprendre que les noirs se soient sentis en sécurité, parce qu'on se dit, déjà j'attaque le pion, mais en plus mon prochain coup c'est tour C8, et après je peux roquer à la main, comme on dit, en jouant Roi F8, puis si besoin est, Roi G8. Et la dame aura perdu 2 tempi à aller en C6, puis à retourner en F3, et il faut aussi gérer le pion H2. Donc l'idée paraît tout à fait convenable, et l'ordinateur confirme que ça va. Juste, c'était pas forcément le plus simple si on voulait juste égaliser avec les noirs. Après Roi E7, il y a eu cavalier D2, il faut bien se développer, le cavalier se dirige vers C4. Et si encore Anna Muzychuk n'a pas joué le coup le plus simple pour égaliser, qui était Dame B7, proposer une finale, les blancs doivent l'accepter d'ailleurs. Et ici, par exemple, Fou B2, F6, le fait d'être déroqué dans cette finale n'est pas grave du tout, le roi est mieux placé en E7 qu'en G8, on va mettre les tours au centre, et il n'y a aucun souci pour les noirs. Donc Dame B7, c'était vraiment le coup pour faire nul. À la place, Anna Muzychuk a joué tour C8, Dame F3, et maintenant elle a pris. Fou prend H2 échec, Roi H1. Le problème, c'est que les blancs menacent G3 à nouveau, donc il faut bouger le fou. Et c'est ici que Anna a joué sa première erreur. La meilleure case, c'était Fou E5. Pour moi, c'est pas naturel du tout. Je pense qu'en partie, j'aurais joué Fou D6 sans trop de réflexion, en étant persuadé que c'était le seul coup à regarder dans la position. Il faut bouger le fou. On a le roi sur sa même diagonale que le fou A3. Quoi de plus naturel que de mettre le fou en D6 sur cette diagonale. Donc en raisonnant comme ça de manière abstraite, c'est tout à fait justifié, et ça paraît même le seul coup logique, mais les échecs sont un jeu concret, et concrètement Fou D6 ne va pas du tout, comme on va le voir. Il fallait jouer Fou E5, les blancs auraient fait sûrement tour C1, mais la pression sur le cavalier C5, et ici, courage, fuyons, on joue Roi F8, cavalier E4 accentue la pression sur le cavalier C5, mais on joue Roi G8, cabane, enfin, on a le roi à l'abri, les blancs n'ont rien de mieux à faire que de récupérer leur pion, par cavalier prend C5, B prend C5, Fou prend C5, ici l'ordinateur donne un micro-avantage pour les blancs, mais en pratique, je ne vois pas trop dans quel monde les noirs vont perdre cette partie. Alors c'est vrai qu'il y a un petit plus, la majorité à l'aile dame, donc potentiellement la création d'un pion passé éloigné, des idées comme tour C4 pour doubler les tours, voire faire coulisser la tour à l'aile roi. Une autre idée, c'est de jouer G3 puis Roi G2 pour mettre le roi bien à l'abri et éventuellement le tour H1. Donc on voit plus d'idées pour les blancs que pour les noirs, mais ça reste matériel égal. Relativement peu de pièces sur l'échiquier et pas de vraie faiblesse chez les noirs. Leur aile roi est bien protégé, le pion A6 a une faiblesse qu'en théorie, en pratique c'est difficile de l'attaquer. Donc Fou E5 était le seul bon coup dans la position, avec l'égalité d'après l'ordinateur. À la place, Anna Muzychuk a joué Fou D6, cavalier C4. Elle a à nouveau une erreur, mais à nouveau le coup le plus naturel du monde. Pareil, le coup que j'aurais joué sûrement en pensant qu'il n'y avait pas d'autre coup. Roi F8 a été joué. Le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'était de jouer Roi E8 avec l'idée de tour D1, Fou F8. Mais alors, dans quel monde un humain ose jouer ainsi avec le roi et le fou qui reculent sur leur position de départ et donc le roi qui reste au centre? Je ne sais pas.
Mais ça me paraît vraiment irréel de jouer ainsi avec les noirs. Roi F8, au moins on comprend, en cas de problème, bah, je veux jouer Roi G8, et puis ensuite, je jouerai Fou F8. Ça, tout va bien. Et j'ai un pion de plus, et bon, si les blancs arrivent à trouver quelque chose pour gagner leur pion, bravo, ils auront égalisé. Mais en fait, non, là, c'est maintenant totalement foutu. Roi F8, donc Fou D6, c'était la première erreur, et Roi F8, l'erreur décisive, là, c'est terminé. À ma grande surprise, et donc j'imagine à la surprise aussi d'Anna Mozichuk. Tour D1 attaque le Fou D6. Bon bah d'accord, je l'enlève. Et là, très facile de se dire que les blancs n'ont pas grand chose. Par exemple, leur tour F1 ne joue pas. Une bonne idée a priori, ça serait de jouer tour D2 pour doubler les tours. Bah d'accord, mais je fais Roi G8. Les blancs doublent les tours. Je joue Dame C7 par exemple. J'ai toujours un pion de plus. Je suis prête à jouer tour D8. Et ça va. Bon, l'ordinateur dit que c'est égal. Les blancs donnent leur fou. Dame prend C5, tour D7 et il y a du contre-jeu. Fou F6, etc. Et il dit que c'est égal. Mais justement, bah, c'est égal. Et on comprend que le contre-jeu des blancs valait un pion. Mais bah, pas plus. Mais Humpy n'a pas joué tour D2. Elle a joué à la tactique gagnante. Très difficile. Alors si vous voulez faire pause, allez-y. Mais sinon, je vais vous donner le premier coup. Puis après, on fera du coup par coup. Ça sera peut-être plus simple. Mais si vous êtes ambitieux, faites-vous plaisir. Les blancs jouent et gagnent. Maintenant, c'est une manière forcée. Premier coup, fou prend C5. C'est difficile de voir ce coup, parce que certes, c'est une capture, donc c'est un coup forçant, donc un coup candidat, quand on sent qu'il y a une combinaison, mais c'est aussi un coup antipositionnel. Pourquoi? Bah parce que ça donne ce fou qui était magnifiquement placé sur cette diagonale contre un cavalier. Et a priori, les échanges de pièces ne favorisent pas les blancs, qui ont un pion de moins. Mais, encore une fois, c'est très concret. Et concrètement, ça gagne en force. 3 captures possibles pour les noirs, mais sur les 3, les blancs ont une combinaison, avec à chaque fois une jolie idée. On peut commencer par tour prend C5. Un pion de plus pour les noirs, a priori tout va bien, mais non, il y a cavalier prend B6. Regarde non seulement le pion, mais la qualité. Donc on ne peut pas prendre le cavalier, il y aurait dame prend A8 échec. Et la tour A8 est attaquée. En cas de tour A7, on gagne la qualité par cavalier D7 échec. Tour prend D7 est forcé. On joue tour prend D7, totalement gagnant. Ok, donc pas de chance, tour prend C5 ne marche pas. Mais je peux jouer fou prend C5 peut-être. J'ai toujours une bonne structure, j'ai un pion de plus. Ah, il y a tour D7. Maintenant que le cavalier C5 est enlevé, la tour peut venir en D7. Et en plus, ça menace mat. Bon, bah, c'est pas grave, je joue fou E7, j'ai toujours un pion de plus. Sauf que là, les blancs jouent et gagnent, à nouveau. C'est très joli. Tour D7, et c'est un espèce de mat des épaulettes, non pas au roi, mais à la dame, qui n'a pas de case. Donc très jolie variante à nouveau. C'est pourquoi Anna a joué B prend C5. Et ok, bon, c'était pas le coup que je voulais faire, parce que ça casse ma structure, mais bon, j'ai toujours un pion de plus. Donc ça va. Et dans cette position, les blancs profitent d'avoir enlevé le cavalier de C5 pour s'incruster en D7. Et ici, en blitz, alors je me connais, j'aurais joué tour D8 tranquillement, en pensant jouer le seul bon coup dans la position. Basé par exemple sur tour D1, j'échange, je joue dame E8, au prochain coup je fais tour D8, et ça va, les blancs du jeu, ils sont peut-être même un peu mieux, mais il y a toujours un pion de plus, et la position est tout à fait jouable pour les noirs. Mais sur tour D8, les blancs gagnent. Si vous voulez chercher, allez-y, c'est joli. C'est la même idée que tout à l'heure, en un peu mieux, un peu plus joli. Tour B7, cette fois-ci la dame a une case, mais après dame C8, cavalier B6, on l'enferme quand même. Et on peut abandonner avec les noirs. Donc ok, on joue pas tour D8, mais on fait comme un A, tour A7. Et en partie, je pense que j'aurais toujours pas compris que j'étais foutu. Je me serais senti très sereine, en me disant tour D1, j'échange, je joue tour D8 maintenant, tout va bien pour les noirs. Après tour A7, il y a d'autres coups pour les blancs, par exemple cavalier E5, menace mat et on profite que sur dame prend E5 et tour prend A7. Mais après cavalier E5, on peut jouer F6 tout simplement. Sur cavalier C6, ça a l'air fort, ça attaque un peu de tout.
la dame, la tour A7 doublement attaquée, le fou E7 aussi attaqué. Il y a dame B5, contre-attaque sur subrepticement sur la tour F1. Et la position tient pour les noirs. Après F6, si on joue un coup comme tour D1, on peut jouer dame A8 proposant l'échange des dames. Et ça va pour les noirs. Mais à la place de tour D1 ou de cavalier E5, Koneru a joué le meilleur coup, le seul coup gagnant, le très joli cavalier D6. Menace mat, met le cavalier doublement en prise. Enfin, toutes les pièces sont en prise, la tour est toujours en prise. Mais ça gagne, donc on peut pas jouer tour prend D7, il y a le mat. On peut pas jouer non plus F6, on joue tour prend A7 d'abord, et sur dame prend A7, cavalier prend C8. Et on a une tour de plus. Donc dans la partie, il y a eu dame prend D6, et on peut encore se dire naïvement, bah, tour prend D6, fou prend D6, j'ai tour, fou, pion pour la dame. Bon, le fou est pas terrible, la structure de pion est bof, donc les blancs doivent être un peu mieux, mais je tiens. Mais pas du tout, on prend pas la dame, on prend la tour, on préfère avoir une qualité de plus, et dans cette position désespérée, Anna Muzychuk a abandonné. Alors on peut se dire, il y a encore un pion pour la qualité, donc ça va matériellement, mais c'est la différence d'activité des pièces qui parle, par exemple tour D8, dame B7, bon, les blancs vont gagner beaucoup de matériel, et on comprend que l'abandon était justifié. Donc voilà, j'espère que ces deux parties, échec 960 et échec classique, vous ont plu. C'est les deux tournois championnat du monde de Fischer Random Chess et tournoi des candidates continuent ce soir et les autres jours. Je suis pas certaine de pouvoir faire beaucoup de vidéos parce que je pars très bientôt au Cap d'Agde disputer le tournoi d'échecs évidemment. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée et une belle soirée. Ciao!